Bienvenue sur la chaîne Rose Dahlia. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter des légendes urbaines québécoises. Sûrement que certaines, tu vas déjà les avoir entendues auparavant, mais j'espère te les faire découvrir d'une nouvelle manière et peut-être même d'apporter des éléments que tu connaissais pas encore. Je me souviens que quand j'étais ado, on aimait ça se rejoindre au parc quand il commençait à faire noir, puis se raconter des légendes urbaines. Mais à l'époque, c'était des légendes urbaines qu'on écoutait à la télé, dans une émission qui portait le même nom. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je prenne celle-là. Il ne faut pas que je prenne des légendes urbaines que je sais qui ont déjà été beaucoup médiatisées. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'espère vraiment arriver à te surprendre un petit peu. Puis peut-être à te faire peur aussi, c'est un petit peu ça le but. Alors, je commence avec mon histoire du loup-garou de Montréal. Il était une fois, à l'époque où les histoires de créatures surnaturelles faisaient frissonner tout le monde, les anciens racontent qu'à chaque pleine lune, un gars maudit se transformait en une bête à mi-chemin entre l'homme et le loup. On l'appelait le loup-garou ou roux-garou pour les intimes. C'était pas un être qui était né comme ça. Avant d'être maudit, il devait être un type comme les autres, peut-être un peu marginal, sans plus. Mais un jour, une malédiction s'est abattue sur lui, le condamnant à errer les nuits de pleine lune sous une forme terrifiante. Les gens racontaient des histoires à glacer le sang, des cris perçants dans le silence de la nuit, des traces de griffes sur les portes des granges et même des disparitions mystérieuses. Les rues animées de Montréal se vidaient dès que le soleil se couchait parce que tout le monde avait peur de croiser la bête. Il paraît qu'un jour, un groupe de chasseurs déterminés ont décidé de traquer la créature. Donc, armés de leur courage et de balles en argent, parce qu'il paraît que c'est l'unique façon d'en venir à bout d'un loup-garou, ils ont suivi les traces sanglantes jusqu'à une vieille maison abandonnée à l'orée de la ville. Ils sont entrés dans l'obscurité de la maison, le cœur qui débattait la chamade. Puis là, soudain, la bête a surgi des ombres, les yeux brillants d'une lueur malfaisante. On dit que la lutte a été vraiment rude, mais grâce à leur détermination et à leurs armes en argent, les chasseurs ont réussi à terrasser le loup-garou. Quand la bête a finalement rendu l'âme et qu'elle a repris forme humaine, les chasseurs se sont rendus compte avec horreur qu'il s'était battu avec un gars du coin et qu'il l'avait même abattu en fait. Il était connu pour son comportement étrange, il était un peu solitaire, mais jamais personne avait pu imaginer que c'était un loup-garou. Tu te doutes que cet événement a marqué toute la communauté, mais la peur du loup-garou a persisté pendant longtemps. Aujourd'hui encore, la légende du loup-garou de Montréal continue de vivre et est transmise de génération en génération. C'est peut-être juste une vieille superstition ou bien une vérité cachée, mais le mystère du loup-garou de Montréal continue de fasciner dans l'histoire et le folklore québécois. Je ne sais pas si tu aimes mes histoires à date, mais là, je t'en réserve une autre. Puis celle-là est un peu spéciale. Je t'amène dans la région de Charlevoix. C'est une région que j'adore, c'est magnifique. C'est là où on commence à sentir un peu l'air salin. J'essaie d'y aller au moins une fois chaque été. Et ça donne que cette histoire parle de la maison Tremblay. Et moi, du côté de ma maman, nous avons des ancêtres Tremblay. Alors, je t'amène dans cette histoire un peu étrange. Encore une fois, est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est un peu des deux? Je ne sais pas. On remonte au début des années 1800. Jacques Tremblay construit une très jolie maison. C'est un riche marchand. La maison est réputée pour sa splendeur, son élégance, mais on dit aussi qu'elle cache un sombre secret. La maison, elle est toujours là, elle n'a pas été démolie à ce jour. En 1827, Jacques Tremblay
serait disparu mystérieusement. OK? Un soir d'hiver, la neige tombe doucement. Jacques sort de sa maison pour faire une petite promenade nocturne parce que le soleil est couché, mais il revient jamais. Donc là, les villageois organisent des recherches, ils fouillent les bois, les rivières, mais il n'y a aucune trace de Jacques qui est trouvée. Peu après sa disparition, il y a comme des événements étranges qui se sont mis à se produire dans sa maison. La famille de Jacques a rapporté entendre des bruits de pas lourds dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient, se fermaient d'elles-mêmes, des murmures incompréhensibles au milieu de la nuit. Mais là, Jacques, il n'est pas supposé d'être décédé, il est disparu. Les enfants de la famille ont même dit qu'ils avaient vu l'ombre d'un homme qui se promenait dans la maison de pièce en pièce et qui ressemblait énormément à leur père. Un soir, la femme de Jacques, qui s'appelait Marguerite, elle a senti une présence glaciale derrière elle. Et là, quand elle s'est retournée, elle a vu une silhouette sombre, floue, comme si c'était fait de brume. Mais elle ne pouvait pas se tromper. Elle a reconnu immédiatement les traits de son mari disparu. Et là, la silhouette a tendu la main vers elle. Mais comme Marguerite a tendu la sienne pour la prendre, bien, elle est disparue comme dans un vent glacial. Et là, Marguerite, de un, convaincue que c'était l'esprit de son mari Jacques, donc que Jacques était décédé, avait le cœur complètement brisé. Des années plus tard, en 1953, il y a un groupe de chercheurs en paranormal qui aurait décidé d'aller passer une nuit dans la maison pour enquêter, pour essayer de trouver des preuves, comme quoi c'était hanté. Je pense pas qu'il y avait de très, très gros équipements, mais quand même. Au milieu de la nuit, on dit qu'ils ont entendu des bruits étranges qui provenaient du grenier. Alors le premier réflexe, ils se sont rendus en haut et ils ont trouvé une vieille malle qui était poussiéreuse, qui n'avait pas été touchée depuis probablement la mort de Marguerite. À l'intérieur, ils ont découvert des lettres qui avaient été écrites par Jacques, puis ces lettres-là révélaient des détails vraiment troublants sur les dernières semaines de vie de l'homme. Alors, les lettres racontaient comment Jacques avait commencé à avoir des visions, des cauchemars, il se sentait suivi par une présence malveillante. Il mentionnait aussi une étrange figure qui apparaissait chaque nuit qu'il regardait comme dans l'ombre. La dernière lettre, qui aurait été écrite la veille de la disparition de Jacques, parlait d'un rendez-vous avec l'ombre, justement dans les bois, pour mettre fin à ce cauchemar-là. Mais Jacques n'est jamais revenu de cette rencontre. Aujourd'hui, la maison Tremblay reste un lieu de fascination. Les visiteurs, j'imagine qu'on peut la visiter, rapportent encore des phénomènes inexpliqués. Et là, beaucoup croient que l'esprit de Jacques serait piégé entre notre monde et l'au-delà. Il chercherait à résoudre le mystère de sa propre disparition. Alors, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Jacques Tremblay cette nuit-là? Le mystère demeure, enfoui dans les murs de la maison hantée. Il y a une partie de moi qui pense que c'est vraiment une légende urbaine et que la maison n'existe pas. Et comme je vais une fois par année dans la ville de Charlevoix, je pense que je vais mener ma petite enquête. De mon côté, j'en avais jamais entendu parler, mais en faisant quelques recherches, je suis rapidement tombée sur cette histoire-là, l'histoire de la maison hantée de Saint-Canute. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est une histoire vraie, quoique, à mon avis, il y a toujours un fond de vérité derrière les légendes urbaines. Alors, je te raconte. Saint-Canute, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans les Laurentides, si ma géographie est à jour, au nord de Montréal. Donc, imagine-toi au fin fond des bois, parmi les arbres centenaires, les petits sentiers oubliés, une maison dont les murs murmurent des histoires et des mystères qui font peur depuis des décennies. Il fut un temps où cette maison était un vrai havre de paix, pour une petite famille modeste en tout cas. Alors, selon la légende, une jeune fille qui s'appelait Marie-Louise habitait là avec ses parents. Elle était toute mignonne, solitaire,
On la voyait souvent errer dans les bois environnants, elle était comme perdue dans ses pensées. Un soir d'automne, il y avait une petite fête locale, puis elle a rencontré un étranger, puis on dit que son regard était envoûtant. On dit que ce mystérieux étranger s'appelait Étienne. Et Étienne, il semblait sorti d'un conte de fées. Donc, ça n'a pas été très long que Marie-Louise est tombée sous son charme par ses belles paroles douces, ses promesses de bonheur éternel. Mais derrière son charme se cachait une âme sombre, tourmentée, et on dit qu'il y avait pas mal de secrets inavoués. Les villageois murmuraient que l'étranger était maudit, lié à des pactes avec le diable. Mais Marie-Louise, elle était aveuglée par l'amour, ne voyait que la beauté et le mystère de son nouveau prétendant. Donc un soir, au cœur de l'hiver, ça faisait quand même quelques semaines et peut-être même quelques mois que Marie-Louise fréquentait cet homme, on dit qu'on a entendu des cris déchirants qui résonnaient à travers le bois. Alors là, les villageois étaient affolés. Alors, ils vont courir jusqu'à la maison de Marie-Louise et cette maison est, dans le fond, en flammes. Donc là, il y a des témoins qui racontent qu'ils ont vu Étienne s'éloigner de la maison avec un regard empreint de folie. Depuis cette nuit-là, la maison hantée de Saint-Canute serait devenue le refuge pour les âmes errantes et même pour des phénomènes inexplicables. Certains affirment avoir vu des ombres bouger derrière les rideaux déchirés, tandis que d'autres entendent des voix chuchoter dans les couloirs vides. Donc, il y a des chercheurs paranormaux qui seraient allés et qui ont tenté d'explorer ces secrets. Et parmi eux, plusieurs ont dit, ou du moins prétendent, avoir ressenti une présence oppressante, malveillante, qui les repoussait hors des murs. La maison hantée de Saint-Canute reste un mystère, enveloppé de légendes et de peurs. Je ne sais pas si c'est des superstitions ou la vérité, mais ça reste un témoignage un peu obscur qui peut se cacher derrière des façades tranquilles de petits villages québécois. La fin de semaine passée, je suis allée vivre une retraite avec des amis et ça se passait à Magog. Et là, il y en a qui ont commencé à parler de Memphray, qui serait une espèce de monstre du Loch Ness québécois. Donc là, je me suis dit, ben voyons donc comment ça se fait que j'ai jamais entendu cette histoire-là. Vraiment étrange. J'ai décidé de faire mes petites recherches et je te raconte la légende urbaine du lac Memphremagog et de Memphray. Donc, je ne sais pas si tu es déjà allé. C'est magnifique. Je suis personnellement tombée en amour avec Magog. Je veux y retourner cet été. Alors, imagine-toi au bord de l'eau, une eau paisible. C'est niché entre les montagnes, c'est en estrie. Et donc, c'est là que réside l'une des légendes les plus mystérieuses du Québec, la légende de la bête du lac Memphremagog. Il était une fois au cœur des forêts anciennes qui bordent le lac, où des récits se transmettent depuis des siècles. On raconte que sous les eaux profondes du lac, une créature énigmatique et puissante aurait élu domicile. Les premiers habitants de la région, les Abénaquis, connaissaient déjà les histoires de cette créature mythique. Ils la nommaient Pocumtuck. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Ça veut dire, en fait, un esprit gardien du lac capable de changer de forme à volonté. C'est le fun, hein, d'avoir juste un petit mot pour dire une longue phrase. Nous, on n'a pas cette capacité. Les récits européens du 19e siècle évoquent une toute autre créature, une sorte de monstre marin ou un serpent géant qui serait capable de surgir des profondeurs du lac pour semer la terreur parmi les pêcheurs et les navigateurs. Donc, au fil des ans, les témoignages se sont multipliés et des observations un peu impromptues de silhouettes étranges à la surface de l'eau
des récits aussi de bateaux qui ont été secoués par des forces inexpliquées et même des disparitions mystérieuses de personnes et d'animaux. Une des histoires les plus célèbres raconte une nuit d'été où un groupe de pêcheurs ont aperçu une créature immense surgir des profondeurs. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage avant de disparaître dans les flots sombres. Les chercheurs et les curieux d'histoires paranormales ont tenté à plusieurs reprises de percer le mystère, d'observer aussi, de tenter de voir la créature du lac Memphremagog. Des expéditions ont été même organisées avec des sonars qui ont scruté les eaux. Mais on dit que la bête du lac Memphremagog est demeurée insaisissable. Donc aujourd'hui encore, les récits et les légendes de la bête du lac perdurent. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit d'une créature réelle, d'une illusion collective, d'un gardien spirituel? Une chose est sûre, son mystère continue d'intriguer et de fasciner. La preuve, c'est qu'on en a nous-mêmes parlé lors de notre retraite la semaine passée. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié mes légendes urbaines / histoires vraies. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour plus de contenu et like, commente, donne-moi peut-être des idées, des suggestions d'histoires que tu aimerais que je raconte et surtout partage.